objecteur de conscience à 25 ans, première pancréatite, premier rapport à la mort, où je me rends compte qu'on va mourir, que je vais mourir, et que quand je vais mourir, il n'y aura personne dans la rue à faire de manifestation. C'est fini, quand c'est fini, c'est fini. Et à 25 ans, j'étais encore quand même dans l'idée que c'était pas possible, que c'était révoltant et tout. Et je me rends compte, non, que ça aurait pu se finir comme ça, quoi. Et j'ai 2 mois où je fais rien, j'ai pas de thunes, voilà. Et c'est là où je ne sais pas pourquoi, j'en ai parlé à personne, mais je me suis inscrit en psycho. Mesdames et messieurs, je suis vraiment ravi de vous présenter mon invité du jour, qui n'est autre que Damien Légère. Et je suis vraiment très heureux de vous le présenter si vous ne le connaissez pas déjà, puisque Damien est une rencontre qui a été extrêmement touchante pour moi. Quelqu'un d'extrêmement brillant, il a été directeur pendant plusieurs années d'un institut de formation systémique. Aujourd'hui, il revient à sa vocation initiale de thérapeute, et c'est un très grand plaisir de vous laisser tout de suite en sa compagnie. Moi, je pense que ça part toujours d'une histoire personnelle. Donc moi, des parents travailleurs sociaux. Au moment où je nais à Nantes en 71, ma mère ne travaille pas. Ils se sont déplacés sur Nantes pour le travail de mon père, directeur de centre social. Et je pense que je m'occupe de ma mère plus que ma mère s'occupe de moi. Enfin, si elle m'entendait, la pauvre femme. Mais je pense que j'ai toujours fait attention à ma mère. Voilà. Voilà, c'est une histoire très, très familiale, hein. Mon grand-père maternel est décédé en 68. Mon frère est né en 68, quelques mois après son décès. Et je pense qu'il y a une brutalité dans ce décès. Enfin, il y a quelque chose d'une rupture pour ma mère. Qu'en 71, je pense que je prends soin de ma mère. Et puis, pour moi, l'école, c'est un truc vraiment... Enfin, je n'arrête pas d'en parler. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai d'en parler. Peut-être que j'en serai guéri de l'école. Mais ouais, c'est-à-dire que... Alors moi, c'est quand même les années après 68. Je n'y avais jamais réfléchi. C'est quand j'ai fait ma formation à la thérapie familiale que je me suis rendu compte que j'avais des instits qui étaient... il y a une instit qui était malade. Elle a été remplacée par des jeunes instits de l'après 68. C'était des expériences collectives, mais on ne travaillait pas, quoi. En parallèle, il y avait une autre classe où eux, ils bossaient. Et l'année suivante, en CE1, ils nous ont rassemblés. Il y avait les bons et les mauvais. Voilà. Et donc, jusqu'en CM2, nous, on a fait partie des mauvais. Voilà. Enfin, je dis nous parce qu'on était un collectif. Moi, l'école, je n'ai jamais aimé ça, si ce n'est que ça a développé chez moi une ressource extraordinaire, c'est que je m'invente des histoires. J'ai un petit bonhomme hyper créatif. Par exemple, quand je m'ennuyais, je comprenais rien de ce qui se disait. De toute façon, je comprenais même pas le système de notes, j'étais carrément en dehors. Et je voyais le tableau, et puis je voyais les traces de la poussière de la craie, et je commençais à regarder ce qui apparaissait, et à m'inventer que c'était des fleurs. Donc je sortais complètement de la réalité de la classe, comme le poème de Prévert, quoi. Voilà. Et alors, des fois, ça me revenait dessus, parce qu'on me demandait un exercice et j'étais pas capable de le faire parce que j'avais rien écouté. Donc voilà. Donc ça venait continuer, amplifier l'idée qu'il fallait mieux que je m'en aille. Et puis il y a eu une rencontre extraordinaire avec un prof de français en 6e qui m'a fait comprendre que les histoires que je me racontais, d'autres avaient aussi raconté des histoires et qu'elles étaient bien écrites. Et donc, il a commencé à m'intéresser aux histoires des autres, et notamment de Ionesco. En 6e, il me fait découvrir Le Roi Semeur de Ionesco. Et donc, c'est un prof qui m'a amené à découvrir d'autres histoires. Je suis quelqu'un qui raconte des histoires et qui aide les gens à se raconter des histoires. Et j'ai vraiment cette idée que les gens qu'on rencontre quand ils vont pas bien, c'est qu'ils n'ont plus la capacité de s'inventer des histoires. Mon boulot, moi, c'est de remettre du mouvement dans les histoires qui se racontent. Peu importe l'histoire, mais il faut qu'ils s'inventent des histoires. Voilà. Et je suis là pour stimuler cette capacité d'une histoire qui n'est pas individuelle mais collective. Et donc, le truc, c'est que je redouble et je tombe sur un autre prof de français qui a été super et qui me dit « Mais pourquoi tu veux faire G ? Mais non, toi, tu es bon en français. » Et donc, grâce à lui, il me renvoie dans un lycée général. Voilà. Et alors là, la seconde a été une catastrophe parce que j'étais vraiment trop nul. Et là aussi, je m'en vais, je vais voir le lycée expérimental à Saint-Nazaire une journée en me disant je vais arrêter le système scolaire. Je fais une première thérapie, ouais. Voilà, parce que la vie n'avait plus de sens pour moi, quoi. Enfin, j'avais 16 ans et je me dis mais je suis aussi nul à l'école, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mes parents me découvrent un truc d'une technique pour apprendre l'anglais avec le cerveau gauche ou le cerveau droit, je sais pas quoi. Je parle très mal anglais, mais par contre, je parle
couramment anglais, mais très mal. Il n'y a que moi qui me comprends. Les mots me viennent facilement. Là, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui avait une technique effectivement qui faisait fonctionner le petit garçon que j'étais. Le petit garçon, le petit bonhomme intérieur. Et c'est là où, en thérapie, à 16 ans, je découvre cette idée de petit bonhomme intérieur. Voilà, qu'il y a en moi il y a quelqu'un qui s'invente des histoires, qui est créatif et qui a de la ressource. Voilà. Et alors c'est une thérapie vachement dure parce que c'est du rebirth, la respiration, le retour. Alors des trucs. Aujourd'hui, je suis plus sceptique quand même sur ce genre d'approche. Voilà, et j'ai fait du rebirth à mes 16 ans. Et à l'école, la sœur directrice, quand elle sait que je vais vers le lycée expérimental de Saint-Nazaire, elle en parle à l'ensemble des profs et puis ils m'ont proposé, ils m'ont dit non, reste avec nous et ils m'ont blindé en cours. En plus des cours, j'avais des cours particuliers en anglais, en allemand. Voilà. Et la prof de français qui me dit ne t'inquiète pas, tu vas avoir ton bac de français haut la main, tu vas avoir des super notes, ça va compenser les autres matières. Et c'était une prof de français exceptionnelle, vraiment là, comme Quigno. C'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et je passe mon bac de français, voilà. Et je me plante, j'ai 1 point d'avance. Voilà. Voilà. Donc là, je vais arrêter, et la prof de français me dit ah, non, t'es engagé, tu vas jusqu'au bout. Voilà. Et donc là, j'avais arrêté la thérapie à ce moment-là, voilà. Et elle me dit tu vas jusqu'au bout. Et puis effectivement, j'ai tenu, je lui ai fait confiance, et puis j'ai eu mon bac. Juste, j'ai pas eu le rattrapage, c'est juste le nombre de points. À ce moment-là, en terminale, la prof de philo, qui racontait des histoires tordues, elle avait commencé l'année en disant une citation que j'ai toujours en tête, c'est tous les commencements sont difficiles, parmi les commencements les plus difficiles sont ceux que l'on fait seul. Calme-toi, il y aura la peur et la solitude. T'es-tu imaginé que tes propres débuts n'ont pas été seuls? La fin, c'est Chaim Potok. Je me rappelle de cette citation très bizarre. Et l'année a été très bizarre parce qu'elle me parlait de trucs. Elle inventait des histoires très tordues. Voilà. Moi, je n'avais pas eu de la philo. Sauf qu'elle nous a proposé de prendre un thème. Et avec une copine dans ma classe, on se met ensemble et on choisit un truc, le couple nature ou culture. Avec l'idée que c'est forcément naturel d'être en couple. Voilà. Et je découvre, mais que pas du tout. Et qu'il y a des gens qui s'inventent des histoires vachement plus intéressantes. Et je pense à Badinter, Elisabeth Badinter, j'ai découvert tous ses livres. Et alors là, je suis. Alors, fils de travailleurs sociaux, c'est tout à fait compatible ce genre de lecture. Parce que le travail de mes parents faisait partie de ma vie familiale. Il y avait pas. Il y avait quelque chose qui se tramait, des histoires que ma mère était responsable de service dans un foyer maternel, et elle, voilà, l'approche systémique, tout ça, c'était l'analyse transactionnelle, ça faisait partie de mon vécu, ouais. Ouais, ça c'est un truc important parce que mon père c'est quelqu'un qui est bon, il est très bon, il n'a pas d'ennemis, il est naturellement bon, voilà. Mais c'est épouvantable quand on est un adolescent d'avoir un père qui prend jamais position. Et moi, grâce à lui, j'ai appris l'inverse. Je prends extrêmement position. On sait où je suis. Ça, alors, des fois, ça fait des étincelles parce que justement, voilà, ça va friter. Mais c'est clair. Et j'aime les gens où on sait où ils sont. Et donc, suite au bac, je décide de faire philo pour continuer à me raconter des histoires. Et je travaille beaucoup parce que je suis quelqu'un qui est capable de beaucoup bosser. Et puis, bah, ça marche pas. Voilà. Et donc, je refais un deuxième parcours de psychothérapie. Et c'est là où encore plus là où je trouve que d'être sensible à qui je suis. C'est peut-être là d'ailleurs même à ce moment-là que j'invente cette idée de petit bonhomme. Tu te l'étais représenté visuellement, ce petit bonhomme dans ta tête? Ouais, il avait une mèche rouge. Alors aujourd'hui, le nombre de cheveux. À un moment, j'avais les cheveux dans les yeux, hein, quand même. Si, on n'imagine pas, mais si. On peut imaginer. Donc, il avait une mèche rouge. Là, moi, je vais avoir 22 ans, 23 ans, je pense. Et il y a l'objection de conscience à l'époque. Voilà, donc l'armée. Moi, je vais pas faire l'armée. Objection de conscience à 25 ans, première pancréatite, premier rapport à la mort, où je me rends compte qu'on va mourir, que je vais mourir.
et que quand je vais mourir, il n'y aura personne dans la rue à faire une manifestation. Hein. C'est fini, quand c'est fini, c'est fini. Et à 25 ans, j'étais encore quand même dans l'idée que c'était pas possible, que c'était révoltant et tout. Et je me rends compte non, que ça aurait pu se finir comme ça, quoi. Donc ça, c'est une grosse expérience pour moi. L'objection de conscience s'arrête. À ce moment-là, je fais de l'animation. Et puis, et je suis plutôt bon dans le côté créatif avec les enfants à inventer des histoires. De là, j'étais formateur BAFA, j'étais directeur de centre de loisirs. Des premières difficultés aussi, c'est-à-dire qu'on peut rêver, mais si on n'est pas porté dans un rêve collectif, ça fonctionne pas. 180 gamins en plus à la journée. C'était des gros centres, c'était des centres aérés. On aérait les enfants. On les prenait, on les amenait en dehors à la campagne, on les ramenait le soir. C'était aucun contact avec la famille. Et donc je fais ça, et puis après je m'en vais comme directeur d'un club de jeunes à Saint-Nazaire, et je découvre que le travail d'animation, on ne peut pas le couper du contexte socio-économique. Nantes et Saint-Nazaire, c'est pas les mêmes politiques. C'est des politiques de gauche, mais par contre, il y avait à l'époque les chevènementistes et les socialistes, des réseaux. Voilà, Saint-Nazaire, c'est une ville beaucoup plus petite, ça circule énormément. Nantes était déjà une grande ville et c'était pas tout à fait les mêmes. Donc je me rends compte que le travailleur social n'a pas le même boulot à Nantes qu'à Saint-Nazaire. On a les mêmes fonctions, mais on les exerce pas de la même manière. Et des enjeux, pas de personnes, mais d'institutions, où on nous demande de travailler ensemble, mais pas trop. On peut travailler avec les assistantes sociales du département qui veulent bien prendre des informations, mais pas en donner. Et moi, je vais avoir 30 ans. Et là, je fatigue, voilà, et je n'avais pas choisi de faire de l'animation. C'était des histoires de rencontres. Et puis, il y a différents contextes qui font, notamment une rupture amoureuse, qui fait que au mois de juin, je plante tout. Et j'ai 2 mois où je fais rien, j'ai pas de thunes, voilà. Et c'est là où je ne sais pas pourquoi, j'en ai parlé à personne, mais je me suis inscrit en psycho. Je rentre en psycho, sans doute porté par ça, sauf que j'avais très peur de la psychanalyse. Parce qu'en philo, la philo, c'est un programme très très complet. Il y a des maths, il y a de la socio, il y a de la psycho, enfin à l'époque. Hein, et la psycho, j'ai été le dernier, on était 100, et en première année, j'ai eu 5. C'était le banquet de Platon vu par Lacan. Et je ne comprenais ni Platon ni Lacan. Donc, et puis moi, je me racontais des histoires et il ne fallait pas trop s'en raconter visiblement. Donc ça vraiment. Et donc je suis resté avec ça. Quand je suis rentré à la fac de Nantes, je me suis dit, voilà, si j'ai 5, ça va être compliqué. Et puis j'ai découvert des profs passionnants. Donc je me formais à la systémie d'un côté et à la psychanalyse à la fac. Et j'ai appris en philo, ça c'est un truc aussi vraiment important, en philo on peut apprendre Platon le matin et Hegel l'après-midi. Pour travailler Hegel, on n'est pas obligé d'avoir compris tout Platon. Voire même, c'est des modèles de pensée différents. Et si on veut apprendre Hegel, il ne faut pas faire des comparaisons avec Platon, parce que ce n'est pas le même concept. Mais il n'y a pas un accès au monde qui serait universel et éternel. Je découvre la pensée, notamment de Lacan, et je trouve que j'ai un prof de philo qui était toujours avec moi, Jean Lévesque, il m'a aidé à penser les choses avec Hegel notamment. Et donc du côté de la psychanalyse lacanienne, je me fais vraiment plaisir, voilà, parce que je suis capable d'inventer des histoires à mémoire autour d'une kleptomane, une jeune femme que j'avais rencontrée, qui ne volait que des Kinder. Voilà, ça, je trouvais ça. Elle était envahie de Kinder. Et donc, en parallèle, je travaille l'approche systémique, mais j'ai pas de plan de carrière non plus. Enfin, de toute façon, je suis pas quelqu'un qui est carriériste. Je fais des choses avec des rencontres. Voilà, et je rencontre des gens, un monsieur qui s'appelle Gérard Chabert et une femme qui s'appelle Annick Chemin, qui m'ont eux aussi récupéré sur le petit bonhomme créatif. Il y a un stage d'application qui est de 200 heures, je crois. Donc, c'était même 200 heures auprès des familles. Gérard accepte de nous accompagner et c'est quelqu'un qui a été vraiment très important pour moi parce que c'est quelqu'un qui, vraiment pour moi, lui parlait déjà de processus. C'est pratiquement 2 ans de stage. Toutes les 3 semaines, on avait une journée ensemble à faire de la thérapie. Et Gérard régulièrement disait, c'est le processus. Et je me rends compte qu'effectivement, le processus de thérapie familiale ne sait pas ce qui se passe dans la salle de thérapie familiale. C'est ce qui se passe dans les couloirs. Et là, j'ai écrit la fin de formation à thérapie familiale, c'est sur les mouvements de l'espace thérapeutique. Parce que pour moi, une thérapie, c'est un mouvement. On était 3 stagiaires avec lui. Donc il y avait tous les cas de figure, c'est-à-dire qu'on recevait les familles seules et eux, ils étaient derrière la glace sans teint. Ou alors des fois, on était en cothérapie.
Et des fois, Gérard recevait des familles seules. Mais même quand il les recevait seuls, le temps de conclusion était très très important. On travaillait ensemble. Alors, c'était rapide, hein, un quart d'heure de conclusion. C'est pas, on s'éternise pas pour faire des analyses. Il me forme par l'expérience, pas par l'extérieur. Enfin, il y a un truc qui il prend la matière qui est déjà là, quoi. Si tu gardes une chose de lui, ce serait quoi? Oser. Ouais, il n'y a pas d'erreur possible. Je me mets en libéral et très rapidement, la question pour moi, c'est de ne pas travailler seul. Alors c'est déjà ça. Et j'embauche des copains et des copines à venir avec moi faire des thérapies. Je suis plus moi dans la relation à l'autre quand il y a quelqu'un qui est avec moi et qu'on réfléchit à plusieurs. On est plus riche à plusieurs. Il y a un truc qui est aussi important pour moi, enfin dans les idées qui me viennent, hein, c'est je dois pas me sécuriser avec l'autre non plus. Et l'autre n'a pas besoin de se sécuriser avec moi. Alors là, c'est mon truc de parent, quoi. Chacun se débrouille de lui-même, quoi. Je suis pas là pour dire à l'autre qu'il est bon, et je lui demande pas de me dire que je suis bon. Je lui demande juste d'être en relation avec moi suffisamment pour que les idées que je donne et les idées qu'il va donner, il soit capable de lâcher ses idées et il m'accompagne à lâcher les miennes pour qu'on invente des idées qui ne soient ni à lui ni à moi, mais à nous. Et c'est sous le versant de la résonance que tu le dis aussi. C'est comment est-ce que tu sens qu'il se passe pour toi? Ça parle de toi, bien sûr, mais ça parle aussi de l'autre, du système avec lequel tu travailles, de ce qui se passe là-dedans, et ça te donne des informations sur ce qui se passe pour le système. C'est ça. Sans jamais vouloir réduire à soi ou à l'autre, mais à toujours regarder que c'est une émergence. Ce qui est important, c'est la rencontre avec l'autre. C'est une histoire de rencontre. Il faut se rencontrer. Il y a des rencontres qui se font, il y a des rencontres qui se font pas aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas un bon thérapeute pour tout le monde. Pour moi, la posture du thérapeute, elle doit être humble aussi. C'est qu'on ne sait pas pour l'autre. Je ne suis pas mieux qu'eux. Et c'est pas parce que j'accompagne des gens que moi, je sais faire aussi dans ma propre existence. Je fais ce que je peux comme eux, ils font ce qu'ils peuvent. Et en parlant d'humilité, est-ce que tu te souviens d'un échec qui a été particulièrement formateur? Ouais, j'ai honte, hein. Ouais, tu vois, ça me plaît pas du tout. C'est dans les dernières thérapies, là, il y a il y a 2-3 ans encore, quand j'avais été en lien avec la maman, un fils aîné qui était très très violent contre ses parents, mais physiquement. Il a cassé la main de son père, il a détruit la porte d'entrée de la maison. Voilà, donc il y a eu la protection sociale qui intervient. On arrive à faire un entretien familial alors qu'ils sont pas du tout de Nantes, ils viennent sur Nantes. Voilà, et puis j'ai un père qui est très rigide. Il y a quelque chose que je ne supporte plus parce qu'il est en train de mettre son fils à genoux plutôt que de regarder ce qui se passe pour son fils et de se rapprocher pour son fils. Et c'est insupportable pour moi parce que je vois les conséquences que ça va avoir. Et c'est là où j'ai pas été bon. Je lui ai parlé de père à père ou de fils à fils, je ne sais pas. Et en le remettant à sa place devant l'ensemble des membres de la famille, c'était d'une grande brutalité. Et je pense que là, vraiment... Alors, j'ai jamais eu de nouvelles après. Ça se trouve, il s'est passé quelque chose. Je regrette vraiment profondément parce que je pense que j'ai fait vraiment mal à ce monsieur. Voilà. Et j'ai fait mal à l'ensemble de sa famille. Et ça, c'est pour moi pas correct. Je regrette vraiment profondément. Si je vais maintenant de l'autre côté du spectre et que tu me parles d'une réussite dont tu es particulièrement fier. C'est bien comme question parce que j'ai beaucoup de souvenirs. À chaque fois, ça a été des rencontres avec des gens. C'est la première thérapie que j'ai conduite tout seul. Et c'était un petit garçon qui avait 6 ans, qui parlait mal à sa mère. Et c'était vraiment très intéressant parce que euh, on s'est rendu compte dans cette thérapie, quand il est venu, quand la petite sœur a pris la parole, elle devait avoir 4 ans, quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Elle m'a dit, ben, on vient pour mon frère, mais moi, il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Et donc les parents, ils ont été très touchés qu'à 4 ans, elle soit capable de dire que son problème à elle, c'est qu'on faisait pas attention à elle, parce que tout tournait autour de son grand frère. Et puis le grand frère qui avait 6-7 ans, lui a dit, mais si on vient, c'est pour maman. Et puis on s'est rendu compte dans cette histoire, alors il y avait monsieur et madame, mais je me rappelle de madame qui avait fui sa famille. Et c'était assez intéressant parce que elle a rencontré après son ami, et ils ont eu un enfant. Et quand ils ont eu un enfant, elle s'est rapprochée à nouveau de sa famille. Mais donc il y avait beaucoup d'enjeux sur ce petit garçon. Voilà. Et donc je me rappelle la métaphore qu'on avait trouvée à la fin pour conclure, c'était un conte métaphorique d'un
d'un petit garçon qui était capable de toucher un bouton dans la fourrure de sa maman, et ce bouton mettait tout en mouvement. Voilà, alors je me rappelle qu'il avait une compétence, en tout cas, pour appuyer sur le bouton. Et à la fin de la thérapie, je me souviens que monsieur m'avait acheté un livre sur Napoléon et sur une guerre napoléonienne pour me parler que c'était rude, des fois, la vie de famille. Là, avec cette famille, je me souviens aussi, à un moment, j'étais en train d'échanger avec les parents, et puis les enfants, il y a la petite fille qui veut aller aux toilettes, et puis le grand frère l'accompagne. C'était juste la pièce à côté de la pièce de supervision où il y avait Gérard. Et puis les gamins, ils vont pas du tout aux toilettes, ils vont derrière la glace Santin avec Gérard. Et puis de temps en temps, ils regardent derrière la glace, et puis Gérard leur dit « Ouais, vous inquiétez pas, on s'occupe de vos parents ». Je suis capable de pleurer en thérapie ou derrière la glace Santin, particulièrement quand il y a de l'amour. Tout à l'heure, tu parlais des personnes qui avaient été significatives pour toi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont pu avoir un impact conséquent sur ta manière de penser ou ta manière de pratiquer la thérapie, mais sans forcément que tu les aies rencontrées physiquement? Ça peut être des personnes que tu as lues, que tu as vues dans des congrès ou qui t'ont inspiré d'une manière ou d'une autre. Ouais. Moi, la personne la plus inspirante que j'ai rencontrée, sans qu'on tisse un lien réellement de personne à personne, c'est Edith Tillmans-Austin. J'ai fait une formation de 10 jours avec elle sur les métaphores. Ça, c'était quand je terminais mon cursus de thérapeute familial systémique. C'est vraiment... Et là, ça a été là aussi une super rencontre parce qu'elle m'a aidé aussi à voir comment utiliser mes intuitions. Et dans le travail de métaphore, et comment le travail de métaphore en faire quelque chose de circulaire. Comment laisser venir une métaphore, comment la travailler avec la baguette magique, avec les risques. Là, ce qui s'est passé, par exemple, elle demandait à 2 personnes qui ne me connaissaient pas de laisser venir une métaphore de ce qu'ils imaginent. Enfin, une métaphore voilà, sans analyser. Et puis après, on va l'explorer un peu comme en PNL, on parle de VACO, c'est-à-dire est-ce que ça rentre dans c'est quel jour, la température, il y a des odeurs. Donc on rend très 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 présent l'image. Et quand après l'image est très très présente, on va donner une vraie baguette magique. Donc il faut faire attention parce qu'une baguette magique c'est dangereux. Ça peut faire des... Donc une vraie baguette magique avec une transformation. Ça serait quoi les bons changements que tu apporterais dans cette image? Et puis après, elle va récupérer la baguette magique et on va réfléchir, ça serait quoi les bonnes raisons? Alors c'est une question très particulière. Les bonnes raisons de ne pas utiliser la baguette magique. Et effectivement, tout changement entraîne des conséquences qui ne sont pas si heureuses que ça. Et il va falloir vérifier de façon écologique que ce changement me permet de retrouver une stabilité. Et donc, il y a ce travail avec la baguette magique, après les bons changements. Et puis après, on peut encore faire transformer. C'est là où elle était très forte, parce qu'à travers des métaphores, elle était capable de revenir sur les histoires de génogrammes ou sur le style de thérapeute. Comment mon style peut rencontrer certaines familles, et peut-être aussi comment mon style fait que certaines familles, je ne serais pas le bon couteau suisse pour eux. Donc, c'était très, très puissant. Moi, je commençais les premières formations, les premiers groupes, et donc j'ai voulu faire comme Edith, voilà, dont je me rappelle. Je fais de l'analyse de la pratique avec un groupe en PJJ, un foyer. Ils étaient 19, un vrai village de Gaulois, très retranché. L'étranger, c'était un peu dangereux. Il y avait un psychologue qui était très très aimé, qui était psychanalyste. Je désarme très rapidement avec lui en disant que moi, la psychanalyse, ça m'intéresse. C'est-à-dire, la psychanalyse, pour moi, c'est très intéressant, mais ça reste intellectuel pour moi. Et la systémie, ça reste existentiel. Je suis systémicien. C'est plus fort que moi. Je fais un effort pour retravailler du côté de la psychanalyse. C'est pour ça que j'ai besoin de travailler avec des collègues. Je peux travailler avec des psychanalystes. Notamment, je pense à Florence Frappard, qui est une collègue psychanalyste que j'aime énormément. Parce qu'elle est du côté de la psychanalyse et elle l'est vraiment là. Et je peux la laisser là et il n'y a pas de concurrence entre nous parce qu'elle peut pas être à ma place et moi je peux pas être à la sienne. Et donc on peut travailler ensemble avec nos différences. Quand elle me laisse travailler, je la laisse travailler. Par contre, on peut se rencontrer, mais je ne fais pas de la psychanalyse et elle ne fait pas de la systémie. Et c'est hyper fort avec les familles, alors, notamment les familles où il y a la maladie mentale. On a fait des entretiens, on travaillait ensemble dans un centre de post-cure psychiatrique et on travaillait ensemble. Et c'était très puissant parce qu'on donnait l'exemple aux gens. On peut vivre
tous sur la planète Terre, mais on ne vit pas dans le même monde. Je ne vis pas dans le monde de Florence, elle ne vit pas dans mon monde, mais on vit sur la même planète et on peut se rejoindre. Et donc, il va falloir que les parents acceptent que leur enfant qui souffre de troubles psychiques ne soit pas dans leur monde. Mais c'est extrêmement difficile. Donc, en tout cas, la psychanalyse ne me fait pas peur. Je trouve que les histoires que Florence se raconte sont admirables. Sur le désir, le manque et tout, je trouve que c'est vraiment... Pour reprendre cette histoire de PJ, donc il y avait un psychologue très psychanalyste et qui était très très brillant sans doute et tout. Visiblement, je le rassure suffisamment pour qu'il puisse rassurer son équipe qu'il faut se méfier de moi et me mettre à distance, mais que je ne représente pas un danger. Voilà. Et puis je vais travailler à la méthode d'Edith. Qu'est-ce qu'il voudrait surtout pas que ce soit cette analyse de la pratique? Ça fait monter une intensité émotionnelle. Edith, elle m'avait appris une super métaphore, c'est le vélo. Et Edith, elle m'avait dit, mais tu sais, quand je monte sur un vélo que je ne connais pas, je commence par vérifier les freins. Quand tu commences avec un groupe ou avec une famille, vérifie les freins. On termine la séance. Alors en plus, ils étaient tellement nombreux que ce jour-là, j'ai même pas travaillé de situation. Donc je me disais, ils ont passé 3 heures. La fois suivante, il y a des gens qui n'étaient pas là lors de la première rencontre. Donc, je commence avec eux et puis je vais travailler avec eux. Qu'est-ce que vous attendez de ce travail? Et puis, j'en reste là. On fait la séance, on travaille des situations. Et puis, à l'issue, l'évaluation, ils m'ont dit, mais attends, si tu recommences comme aujourd'hui, on ne te suit pas. Par contre, la fois dernière, oui. C'est-à-dire, la fois dernière, tu nous as vraiment mis au boulot. Là, ça a été une grosse claque pour moi quand même. Parce que là, je me suis dit que je les avais protégés la deuxième fois, en évitant les émotions, l'intensité, mais c'est pas ça qu'ils n'étaient pas là pour ça. Et à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, j'ai travaillé de nombreuses années avec eux, peut-être 5-6 ans, ce qui est beaucoup trop pour moi, parce que moi c'est 3-4 ans. Mais il y avait un problème institutionnel, comme beaucoup, je vais dire à la PJJ, où c'est quand même très difficile. Mais en tout cas, on a vraiment fait un bout de chemin avec eux, et je les rencontre toujours, et on se rappelle toujours de ce qu'on a vécu ensemble. Si tu devais, juste à partir de ton expérience personnelle, qui ne parle que de ta singularité, donner des conseils aux jeunes générations de thérapeutes, ceux qui sont en train de commencer des études ou qui en sortent à peine, qui sont encore dans les prémices de ce à quoi va ressembler leur métier futur, qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre, de quelque chose que tu as pu apprendre toi et que tu aurais aimé entendre ou que tu aurais aimé savoir à l'époque où toi tu as commencé? Pour moi, il faut de la méthode. La créativité, ou ce que je parle du petit bonhomme ou des trucs comme ça, c'est OK. Mais sans méthode, ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'une thérapie, c'est quand même suivre... Il y a de la technique. Voilà, c'est comme un pianiste. C'est-à-dire on peut être un virtuose, mais avant, il faut avoir fait des gammes. Voilà. Il faut savoir déchiffrer. Et, voilà. Donc, il y a un apprentissage. Il faut être capable de se raconter, je veux dire, des hypothèses, mais on va dire se raconter des histoires qui viennent parler de structure, de structuration. C'est l'approche structurale de Minuchin, l'approche expérientielle de Virginia Satir avec les émotions, les choses non bouclées, tout ce qui est l'approche contextuelle. Et je parle d'approche contextuelle et je parle très peu de transgénérationnel. Parce que pour moi, c'est pas comment on est déterminé par notre passé, c'est comment on se détermine aujourd'hui en se racontant des histoires du passé. Mais c'est dans l'aujourd'hui et maintenant. Et comment on se raconte des histoires au regard des relations d'aujourd'hui et maintenant, ou de personnes qui sont toujours présentes, bien que décédées. Donc ça, c'est l'approche contextuelle qui est, mais qui est très difficile à intégrer. Et puis, il y a aussi tout ce qui est, aujourd'hui, moi, je vais parler d'approche fonctionnelle. Et donc, il faut apprendre ces gammes. Il faut, en même temps que je fais une thérapie, je pose des questions aux personnes. Mais les questions que je pose sont orientées par mes hypothèses. Donc, durant l'entretien, il faut avoir de la technique et de la méthode. Parce que les systèmes, c'est du vivant, c'est du complexe. Et puis après, il faut de la créativité. Si on n'est que dans la méthode, ça ne fonctionne pas. Si on n'est que dans la créativité et l'intuition, ça ne fonctionne pas non plus. Si tu avais la possibilité de rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais eu l'occasion de rencontrer, même qui serait techniquement pas possible de rencontrer, tu peux même penser à quelqu'un qui est mort depuis des décennies ou depuis des millénaires, si tu avais la possibilité de faire une rencontre dans ta vie, de passer par exemple une journée avec quelqu'un, tu choisirais qui? J'ai énormément de curiosité pour Gregory Bateson. Mais il me laisserait peut-être pas l'approcher. Parce que mes curiosités, à mon avis, le dérangeraient. Et j'aimerais bien discuter avec lui de sa vie.
Voilà, et comment même il a pu faire couple avec Margaret Mead. C'était quoi ce couple, quoi? Parce que là, c'est quand même très... Donc il y a Gregory Bateson où j'aurais de la curiosité. Là, ça serait de la curiosité pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait en dire. Et c'est quelqu'un où j'ai beaucoup j'ai de l'admiration pour cet homme, quoi. Après, pour moi, et me nourrir, ça serait peut-être Jay Haley. Parce que je pense que je suis proche de Jay Haley dans mon être. Parce que Jay Haley, il est quand même un gars qui a été capable de donner des caméras à des enfants pour qu'ils filment leur vie et de regarder des films après pour regarder avec leur regard. Après, il y a des gens, Moni El-Kaïm, je l'ai croisé. Il y a des choses que je ne prends pas chez lui en tant que personne. Par contre, je suis bluffé de sa capacité qu'il avait à transmettre dans une salle ce que c'était que la résonance. Et je trouve que c'est très fort ce qu'il a pu avancer. Guy Oslo, que j'ai pu rencontrer aussi, et qui c'est un homme là sur la notion de processus. Donc c'est des gens quand même qui m'ont largement inspiré. Et puis je vais parler d'Edith Tillmans, qui est vraiment quelqu'un de humble, voilà, qui a énormément apporté, mais elle n'est plus dans les radars de l'approche systémique. C'est quelqu'un qui a fait son œuvre, et puis à un moment elle est partie parce qu'il fallait partir. Voilà. Et ça, je trouve ça aussi. Elle aurait pu s'accrocher, vouloir que son nom. Voilà, c'est quelqu'un de simple. Quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer, mais le temps court là, et je pense que c'est Edgar Morin. De tous, c'est peut-être Edgar Morin. Parce que c'est un homme, il avait 20 ans, il était résistant. Il a 100 ans aujourd'hui. Vraiment l'homme que j'aimerais rencontrer. D'abord pour lui dire merci, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est... Voilà, il a changé quelque chose dans la pensée. C'est évident. Donc je serais pour le remercier, et puis... j'aimerais il y a ses livres, mais j'aimerais qu'il m'apprenne des choses. S'il y avait 3 choses qui sont fondamentales pour toi, que tu aimerais conseiller aux gens de découvrir, ce serait quoi? Monsieur Quignot, mon prof de français de 6e, 5e, serait heureux parce que ça serait, alors Ionesco, Le Roi se meurt, en priorité. La deuxième, ça serait Le Misanthrope de Molière. Parce que c'est pareil, tout y est dans ce livre. Voilà. Après, je vais peut-être choquer, parce que pourtant, ça serait la Bible. Tout y est, il y a une histoire de transmission. Ça me semble aussi très important, la transmission. Souvent, le début des formations, des sessions, j'aime bien demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce qu'ils ont vu, et qu'on échange, parce que je pense que c'est un terrain d'apprentissage, voilà, plus que peut-être même de rencontrer les familles dans un premier temps. D'être capable de regarder un film et d'avoir une lecture systémique de ce film. Tout à l'heure, tu parlais de... La question me vient maintenant. Tu parlais d'Edith Tillmans, qui t'avait beaucoup influencé sur la question des métaphores. Toi, il y a des métaphores que tu utilises plus particulièrement dans la thérapie, ou des choses qui reviennent quand même assez fréquemment, métaphoriquement, quoi, des images qui s'invitent quand tu travailles avec les couples ou avec les familles? Oui. Alors, il y en a quelques-unes. Alors là, faut que ça revienne, mais il y en a une qui vient tout de suite. C'est parler de la dépression. La dépression, pour moi, un jour, il y a une famille comme ça, il y avait une dame j'étais derrière la glace Santin, et je réalise que on parle en météo de dépression. Et la dépression, c'est quand ça tombe. Voilà. Mais que pour que ça tombe, il faut que ça monte. Et que souvent, il y a eu un anticyclone ou il y a eu un mouvement vers le haut. Et c'est de regarder quand est-ce qu'il y a eu trop de pression qui est montée et qui fait que ça tombe aujourd'hui. Par exemple, ce petit garçon qui agite sa mère, et sa mère est épuisée, et il y a de la déprime, et de voir, bah oui, mais quand elle était adolescente avec son père, c'est extrêmement difficile, et que comment son petit garçon, il l'aide à boucler une histoire qui n'est pas bouclée. Avec les stagiaires, souvent, ils vont chercher à avoir l'hypothèse ou la plus belle information. Comme quand je vais chercher des cerises. C'est un truc que je monte sur l'escalier. La cerise qui est la plus loin, me semble toujours plus rouge et meilleure que celle qui est à côté de moi. Et je risque de me casser la figure, de casser les branches pour aller chercher une cerise qui est, au final, dans le panier, elle ressemble à toutes les autres cerises. Les gens, ils me donnent des choses, ils me donnent tout. Voilà, c'est pas d'aller chercher ce qu'ils me donnent pas. C'est de regarder ce qu'ils me donnent avec eux et de faire avec ce qu'ils me donnent. Et donc, la métaphore des cerises, c'est d'accepter de prendre celles qui sont à portée de main sans aller me casser la figure, aller faire des liens d'histoire pas possible, quoi. Voilà, j'espère que vous aurez passé un aussi agréable moment que moi en la compagnie de Damien. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Confidences de thérapeute. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.